Le rapport de l'IPBES de 2019 fait état d'une véritable crise de la biodiversité. Face à ce constat, la protection de la biodiversité apparaît comme un enjeu primordial et l'aire protégée tend à s'imposer comme un outil de référence en matière de protection. Ainsi, en septembre 2021, le Congrès de l'Union internationale de conservation de la nature, ou UICN, a fixé un objectif d'une couverture mondiale de 30% des territoires en aire protégée d'ici 2030. Cependant, à la veille de ce congrès, a eu lieu un congrès alternatif Notre Terre, Notre Nature, organisé par plusieurs ONG pour s'opposer aux solutions proposées par l'UICN. Le dispositif des aires protégées est donc controversé et soulève de nombreuses questions, notamment sociales et éthiques. Cet outil est intéressant et efficace sur le plan écologique. Mais si l'objectif est de préserver la biodiversité sur le long terme tout en restant acceptable socialement, quelles sont les conditions pour que les aires protégées fonctionnent et soient pertinentes ? L'aire protégée est définie par l'UICN comme un espace géographiquement clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Les aires protégées ont été pensées comme des zones de grande superficie, pouvant accueillir une grande diversité d'espèces. Par exemple, le parc Yellowstone aux États-Unis est l'une des plus anciennes aires protégées au monde. Face au constat de modification du territoire lié aux activités humaines, un périmètre a été tracé à la fin du XIXe siècle pour préserver la beauté des paysages de nature dites sauvages. Les scientifiques pointent l'ampleur des facteurs anthropiques dans la dégradation de la biodiversité. Le rapport de l'IPBES de 2019 souligne par exemple le rôle majeur des changements d'utilisation des terres, comme l'urbanisation ou la conversion de terres non cultivées en terres agricoles. L'idée des aires protégées est alors d'éloigner la menace en limitant la présence humaine ou en contraignant les activités anthropiques. Et finalement, les aires protégées, ça marche. En effet, si l'on se place dans une approche paysagère, les aires protégées ont bien fait leurs preuves. Parmi ces espaces, on compte aujourd'hui de nombreux paysages exceptionnels. Mais les aires protégées ont également démontré leur efficacité sur le plan écologique. Dans un article, le géographe Laurent Godet et le biologiste de la conservation Vincent de Victor appellent à poursuivre dans cette voie. Cette dernière a permis de préserver une biodiversité et parfois le retour de certaines espèces. Ils écrivent même que trouver de nouvelles voies de conservation n'est ni nécessaire ni suffisant pour enrayer la perte de biodiversité. Ce modèle de protection de la nature, standardisé par l'UICN, est ainsi devenu majoritaire dans le monde. On décompte à ce jour 6 catégories d'aires protégées basées sur le degré de présence humaine dans les milieux naturels. En plus de limiter l'anthropisation, il est également important de relier ces espaces entre eux. En effet, chaque espèce a besoin de se déplacer pour se nourrir, se reproduire et se reposer, 3 étapes cruciales qui ne s'effectuent pas forcément dans le même lieu. Pour relier ces différents habitats entre eux, des outils de planification territoriale sont mis en place. Par exemple, les trames vertes et bleues en France visent à construire des corridors écologiques reliant les réservoirs de biodiversité. Les trames vertes concernent le tissu végétal et les trames bleues, les milieux humides. Attention, un corridor écologique n'est pas forcément continu. On peut trouver des surfaces distantes les unes des autres servant de relais pour assurer une continuité écologique. C'est ce que l'on appelle des pas japonais, comme les jardins partagés ou les mares. Cependant, une trame donnée n'assure pas la mobilité de toutes les espèces. Selon l'écologue Aliénor Gelaskov et les géographes Céline Clausel et Anne Mimet, la mise en œuvre d'une trame verte et bleue se concentre toujours sur des espèces données. Elle peut aussi apparaître comme une barrière. Par exemple, la trame bleue peut représenter une continuité pour les espèces aquatiques, mais un obstacle pour certains mammifères terrestres ne sachant pas nager. Néanmoins, bien qu'elles soient parfois présentées comme une solution miracle, les aires protégées sont source de débats. Un des problèmes inhérents aux aires protégées et aux corridors écologiques qui les relient est leur caractère figé. Dans un contexte de changement climatique, de nombreux écosystèmes risquent de disparaître ou d'être modifiés. Ces bouleversements entraînent déjà des migrations d'espèces qui pourront s'accentuer dans le futur. Ainsi, les limites des aires protégées tracées aujourd'hui seront-elles encore pertinentes demain ? De plus, le modèle actuel des aires protégées ne prend pas ou peu en compte l'aspect mouvant et dynamique de la biodiversité. En effet,
Selon cette approche fixiste, la biodiversité est cantonnée au périmètre de l'aire protégée et ne se déplace qu'à travers les chemins délimités par les corridors écologiques. Pourtant, il y a de la biodiversité à l'intérieur de l'aire protégée, mais aussi à l'extérieur. La biodiversité externe aux aires protégées subit également de fortes pressions. Si l'érosion de cette biodiversité autour des aires protégées n'est pas freinée, leurs écosystèmes vont nécessairement en souffrir. On ne peut donc pas isoler l'aire protégée du reste de la matrice paysagère. Des chercheurs états-uniens ont proposé un modèle de conservation constitué de noyaux protégés entourés de zones tampons. Une zone tampon est un espace qui entoure et protège la réserve des menaces extérieures en atténuant leur impact. Elle permet par exemple de réduire la pollution sonore et lumineuse, limiter la diffusion de produits phytosanitaires et préserver la qualité des habitats. La mise en place de zones tampons a pour effet d'atténuer la fragmentation des espaces entre l'aire protégée et le reste du territoire. Cette séparation est quelquefois très nette, ce qui peut engendrer des conflits d'usage avec les populations locales, notamment sur les questions de la chasse ou des dommages causés par les animaux sur les récoltes. La délimitation des aires protégées pose alors la question des espaces environnants. Quelle place leur accorder et quelle gestion leur appliquer ? Deux théories s'opposent à ce sujet, celle du land sparing et celle du land sharing. Le land sparing prône une séparation nette des espaces, impliquant une intensification de la production agricole sur des parcelles réduites et un agrandissement des aires protégées. A l'inverse, le land sharing vise à combiner production agricole et conservation de la biodiversité sur les mêmes territoires, en adoptant des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et bénéfiques pour la biodiversité. Bien que les notions de land sparing et land sharing soient toujours débattues quant à leur efficacité respective, nous pouvons nous demander comment engager les populations locales et induire des changements de comportement si ces dernières sont totalement exclues des zones dites de nature. Il ne semble pas y avoir une réponse unique à cette question de l'utilisation des espaces. En réalité, ce qui fonctionne dans un territoire ne fonctionne pas forcément dans un autre. La prise en compte des spécificités géographiques et socio-économiques locales apparaît comme un critère majeur pour garantir l'efficacité du système de protection. Cette condition ne semble pas toujours être intégrée dans le mode de gestion des aires protégées. En effet, l'outil des aires protégées apparaît pour certaines ONG comme un mouvement colonialiste et raciste pouvant participer à l'exclusion de peuples locaux. De fait, ce dispositif repose sur une certaine conception de la nature, dite occidentalo-centrée. Cette conception occidentale est relative à l'ontologie naturaliste décrite par Philippe Descola comme une opposition entre la nature et la culture. La nature est mystifiée, idéalisée, et l'homme en est exclu pour la garder intacte. Selon l'historien de l'environnement Guillaume Blanc, au lendemain des indépendances africaines, le fardeau civilisationnel du colon a cédé sa place au fardeau écologique de l'expert occidental. L'intention a changé depuis, mais pas l'esprit. Le monde moderne devrait protéger l'Afrique des Africains. Et tout cela au nom d'un mythe, celui de l'Éden africain. C'est sur cette idée d'une Afrique mystifiée, avant tout vierge et sauvage, que les colons ont créé les premières réserves de chasse converties en parcs nationaux dans les années 1930. Pour nombre d'ONG, cette ontologie naturaliste perdure et semble encore conduire à de nombreuses dérives. D'après le Congrès alternatif, 300 millions de personnes seraient affectées par ce mode de protection. Des agriculteurs éthiopiens, des Nukak colombiens ou encore des Baka du Cameroun. Si les aires protégées sont sujettes à de nombreux débats scientifiques et éthiques, notamment vis-à-vis de cette segmentation sociale, il ne faut pas tomber dans une caricature de ce mode de protection. Premièrement, elle demeure un levier d'action non négligeable pour enrayer l'extinction de la biodiversité. Deuxièmement, les aires protégées ne riment pas systématiquement avec une exclusion et une marginalisation des populations locales. Il y a en effet un changement de paradigme qui semble s'effectuer.
Du moins officiellement, le comité français de l'UICN ainsi que les experts de l'IPBES encouragent l'intégration des collectivités locales et des savoirs autochtones au sein des démarches de conservation de la biodiversité. Dans certains pays, les aires protégées incarnent une arme de défense contre de grands projets de développement potentiellement très impactants envers la biodiversité locale et par conséquent pour les populations sur place. Un bon exemple est celui du parc national Isiboro-Sécuré en Bolivie. En 1999, soit 24 ans après sa création, le parc est confié à la sous-centrale syndicale du territoire indigène des peuples locaux, le TIPNIS, qui représente 64 communautés indigènes ou 12 388 personnes. En 2011, le gouvernement de l'ancien président Evo Morales avait le projet de construire une route au milieu du parc, entraînant ainsi une forte déforestation sur les hautes terres de Bolivie. Les communautés autochtones locales Yuracares, Chimanes et Moreno Trinitarios se soulevèrent, alors appuyés par plusieurs ONG. Le projet fut alors abandonné et le parc national sauvé. L'aire protégée peut donc aussi être un moyen de défendre les savoirs et besoins des populations locales. Il s'agirait peut-être de prendre soin de la biodiversité et des populations qui en sont tributaires, plutôt que de la protéger strictement. Cela pourrait se faire en réinventant les modes de gestion des territoires et interroger les pratiques individuelles.